Bonjour. Bon, elle est trop aimable, mais engrangeons. Je voudrais vous parler de souveraineté. La souveraineté du sol dans nos sociétés. Le besoin de souveraineté de nos sociétés, perturbées par des révolutions qui vont à toute vitesse. Et sans doute d'autres façons de penser la souveraineté que celles qui montent de tous côtés avec les populismes et les nationalismes. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis ce qu'on appelait un babacool. Je me suis installé à la campagne après 68. Nous n'étions pas écologistes, ce n'était pas notre enjeu. Ce que nous voulions, c'était être indépendants, se nourrir soi-même, élever ses animaux et les tuer, construire sa maison, arranger sa voiture. Au fond, c'était une volonté de sortir d'un modèle économique. Et quand je regarde aujourd'hui autour de moi, j'habite toujours au même endroit, les jeunes qui s'installent, les jeunes écolos, ils ont le sens du commerce, ils veulent gagner leur vie, ils ont une stratégie de développement. Ce n'est pas du tout la même culture. Et donc, je voudrais insister là-dessus et dire aussi que, vous voyez, quelqu'un comme moi qui a été longtemps babacool, un jour, la FNSEA m'a invité à son congrès. Et là, j'ai compris effectivement qu'au fond, à partir de la marge, on pouvait avoir un regard intéressant sur un certain nombre de questions de société. Alors, je vais développer 5 idées, mais avant, je vais donner une idée. C'est que les questions dont on parle ici, l'agriculture, l'écologie, on ne pourra les saisir que si on comprend que ce ne sont qu'une des révolutions du monde et que jamais le monde n'a changé aussi vite. Il y a eu d'autres grandes révolutions, bien entendu. Ne prenons que la révolution industrielle, mais elle s'est étalée sur 3, 4 ou 5 générations. Et donc, les sociétés, les unes et pas les autres, les unes ont été dominées, les autres les ont portées, mais en gros, c'était long. Nous, en gros, la révolution Internet, Twitter, c'est 2007, 10 ans. 4 milliards d'hommes connectés sur Internet. Un énorme phénomène de lien de l'humanité qui transforme le travail, le savoir, les hiérarchies. 10 ans. Des révolutions culturelles dans le plus intime, sur le statut de la femme, la place des homosexuels. Je vous donnerai qu'un seul chiffre. En Europe, 67% des bébés naissent hors mariage, les premiers-nés. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors que c'était 6% en 68. Ça veut dire que les sociétés sont sorties d'un côté des cadres anthropologiques les plus fondamentaux, qui étaient la famille mariée, l'institution. De l'autre côté, il y a la révolution numérique. Et de le troisième côté, il y a ce dont nous parlons ici. Il y a 3 révolutions qui se télescopent, qui terrorisent les milieux populaires, qui changent les échelles du monde. Et si on ne pense pas les 3 ensemble, on voit très bien que ce sont les populistes nationalistes non écologistes qui sont en train de gagner partout. Et donc, c'est ça sur quoi je voudrais faire analyse. Donc, la première idée, c'est ces 3 révolutions travaillent en même temps. Et effectivement, la question écologique et agricole, l'éco-agriculture, qui nous apparaît tous évidemment comme un enjeu de nécessité, avec tous les nouveaux métiers agricoles. Moi, je dis l'agriculture aujourd'hui, c'est tous les gens qui touchent au sol, au vent, au soleil et à l'eau. Tout ça, ce sont les métiers agricoles. Il y a de nouveaux systèmes de valeur à mettre en place, mais ils sont incompréhensibles sans la révolution culturelle qui nous change tellement. Je vous ai donné les chiffres. Vous savez qu'on a vendu 6 milliards de téléphones portables sur cette planète. 6 milliards. Et 4 milliards, je l'ai dit, de gens connectés sur Internet. C'est-à-dire, on fait humanité comme on n'a jamais fait humanité. Nous sommes dans le temps 2 de l'humanité. Le premier temps de l'humanité, c'est la conquête du monde, avec des guerres qui, ici, on le sait tous, ont été inégales. Nous sommes dans le temps 2, nous sommes inséparables, nous vivrons toujours ensemble, nous nous réunissons et nous en avons peur. Donc nous sommes là dans un enjeu tout à fait fondamental. Et ces 3 révolutions ont été accélérées évidemment par la crise de 2008, je ne vais pas y revenir, et toutes les pauvretés qu'elles ont pu entraîner, et surtout le fait que les élites ont paru incompétentes. Faisons aujourd'hui appel aux imbéciles, on aurait tendance à dire en Italie, puisque les élites ne savent pas nous gouverner. Et c'est quand même dramatique, mais c'est un peu vrai ce qui est en train de se passer. La deuxième chose, c'est que dans ce monde-là, le sol nous manque. Bien sûr qu'il manque d'abord aux 60 millions de migrants ou de réfugiés, qui ne sont quand même pas si nombreux que cela, surtout vers l'Europe, quoi qu'on en dise. Mais c'est pourquoi ils nous font si peur. Ils nous font si peur parce que c'est le sol en général qui nous manque. Le sol nous manque parce que les terres arables reculent. En France, on a perdu 20% de terres arables en 50 ans. On perd 1400 hectares par semaine. Et donc, effectivement, on va vers un discours d'agriculture durable, du fait qu'on aura de plus en plus de choses à produire, de l'énergie, de la nourriture, des vêtements, de l'air, de l'eau, et en même temps, on a de moins en moins de surface. Et on ne protège pas cette surface. Donc oui, le sol nous manque, et le migrant, au fond, est celui qui nous le signale, qui nous le dit jour après jour, et plus que toute autre chose, c'est ça qui terrorise nos sociétés, ce sol qui disparaît.
Et nous avons besoin de sol, donc nous appelons logiquement à renforcer les frontières. Mais évidemment, ce n'est pas une bonne réponse. La troisième idée, c'est que depuis un siècle, qu'est-ce qu'a fait le XXe siècle? Le XXe siècle a protégé le beau. Depuis 1872, quand on a créé le parc de Yellowstone aux États-Unis, partout, on a fait des parcs et des réserves. En France, 30% du sol est en parc ou en réserve, pour protéger le beau, protéger les zones forestières, mais pas pour protéger l'agriculture. Dans un PNR, il n'y a pas de règles spécifiques en matière agricole. Donc il est clair que le temps de la protection du beau doit continuer. Regardez la loi sur les rivages, etc. La question aujourd'hui, c'est bien la protection des terres arables elles-mêmes. Ce qu'on a su faire pour la beauté, ce qu'on a su faire pour les rivages, nous devons savoir le faire pour les terres arables. Et à ma connaissance, il y a 2 pays qui le font correctement, c'est la Suisse et le Canada, qui ont décidé de prendre au fond ce qu'on a fait pour les parcs nationaux pour les terres arabes, de décider que les terres arabes sont insécables. Ce n'est pas un problème de propriété privée, on ne peut pas les affecter à une autre activité, sauf décision de justice. Il peut y avoir des cas extrêmes où on a besoin de faire un hôpital, une autoroute, mais ce n'est plus une question politique de proximité. Et je pense que nous devons aller dans cette direction. La sanctuarisation de la terre arabe doit donner le sentiment aux populations que le sol va être durablement présent et que donc il y a un avenir pour la société parce que la société a un sol et que ce sol va permettre de se nourrir, de se chauffer, de s'habiller, etc. et de produire l'ensemble des protections. Et donc cette sanctuarisation des terres arables me semble un problème central de l'avenir de nos sociétés. Et je proposerais volontiers qu'un pays comme la France décide, puisque c'est un pays dont la culture identitaire est bâtie sur le mythe de la République paysanne, depuis la Troisième République, ça reste le symbole de Marianne, de tous nos archétypes, je proposerais que nous décidions de transformer nos parcs naturels régionaux en territoires consacrés à l'agriculture biologique, et qu'effectivement, ou assimilés biologiques. Et nous disions, ces parcs naturels régionaux doivent venir de laboratoires, d'un territoire entièrement protégé, où on pourra voir l'histoire des abeilles, des oiseaux, etc. Un parc naturel qui produit de l'agriculture non naturelle est totalement contradictoire. Et donc il y a une réflexion à faire des énormes laboratoires protégés à partir du beau de hier, faire effectivement une sacralisation de nouveaux modèles agricoles, un laboratoire d'une nouvelle agriculture, et nous pouvons le faire certainement assez facilement. C'était l'élément central. Mais comprenez bien que ces réflexions que je fais, c'est la question de donner un corps spatial à la nation. Comment faire patrie par le sol plus que par la frontière? C'est ça, évidemment, qui m'intéresse tout particulièrement. Et dans ce mouvement, je conclurai avec une idée qui me semble très intéressante. Il faut réapprendre à aimer l'eau, à aimer le sol, à aimer la terre, c'est-à-dire ce que nos sociétés industrielles ont perdu, mais ce que les sociétés qu'on appelle traditionnelles ont gardé. Or, le plus compliqué pour l'humanité, c'est de réinventer des structures culturelles. On parle toujours des technologies, etc., c'est compliqué. Mais le stock de structures culturelles qu'on a construit sur des centaines de milliers d'années, c'est notre principal capital richesse. Or là, les sociétés les plus traditionnelles, celles qui sont encore le plus auprès de la terre, ont gardé le sens du sacré pour un certain nombre de choses, comme la terre, comme l'eau, comme le vent, des rituels. Et ce sont ces stocks de culture que nous devons réintégrer dans nos cultures technologiques. La technologie, sans cette réintégration culturelle, ne nous donnera pas la solution. Merci.